Bonjour, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique. Je suis aujourd'hui avec le docteur Vincent Biébol, qui est directeur opérationnel du FCRIM. Il s'agit de l'infrastructure nationale de la recherche, ou French Clinical Research Infrastructure Network, qui est la composante nationale du réseau européen ECRIN. Vincent Biébol, bonjour. Bonjour. En fait, certaines personnes ne connaissent pas ces structures. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus? Ça ne m'étonne pas que FCRIN manque encore un peu de visibilité. C'est une organisation qui est très récente. Elle va avoir 6 ans d'ancienneté en février prochain. Elle est issue du programme d'investissement d'avenir, ce qui correspondait au grand emprunt. Et c'est un organisme de mission qui a une vocation de soutien, mais pas nécessairement d'apparaître, je dirais, au premier plan. C'est une vocation avec une infrastructure de support. Support, que ce soit aux promoteurs, aux investigateurs, à ceux que tout le monde connaît et voit au premier plan en termes de promotion, de réalisation de la recherche et de l'innovation. Donc, je ne suis pas étonné qu'on manque encore de visibilité. Il fallait attendre également que nous ayons des résultats, qu'on ait un certain nombre d'éléments à faire valoir pour pouvoir effectivement engager le type de communication dont relève l'entretien que vous avez bien voulu organiser. Juste quelques mots quand même sur FCRIN, non pas sa vie, son œuvre, mais sa finalité. Je l'ai dit, c'est une infrastructure support. La recherche clinique, à savoir toute l'expérimentation médicale, est un atout ancestral quasiment de la France. Très longtemps, la France a été le 3e marché pharmaceutique mondial. Aujourd'hui, il oscille au 5e, 6e, 7e rang au niveau mondial. Donc, avec une forte valeur ajoutée en matière de recherche médicale. La qualité scientifique, médicale de ce qu'on appelle les Key Open Leaders français est reconnue au niveau international. Et si je me réfère aux enquêtes réalisées par le syndicat de l'industrie pharmaceutique qui s'appelle le LEM, donc qui réalise tous les 2 ans une enquête au niveau international, on s'aperçoit que en termes de renommée, la recherche clinique française est bien reconnue. Elle est reconnue, mais également il y a des constats qui sont identifiés au niveau international, qui pénalisent l'image de la recherche clinique française, à savoir des difficultés, des lenteurs pour lancer des recherches, des essais cliniques, des problèmes d'organisation même qui pénalisent le démarrage de l'essai, l'inclusion du premier patient, l'atteinte du nombre de patients qui est prévu dans les essais. Et c'est l'une des raisons pour laquelle FCRIN a été créé. Le contexte général de la recherche clinique française est assez dynamique. Nous nous inscrivons, et vous avez cité tout à l'heure ECRIN, qui est la structure européenne, le réseau européen de recherche clinique. On s'aperçoit que la France sort de son cadre hexagonal. Les essais cliniques sont de plus en plus internationaux. Même les PHRC, qui sont les projets portés au niveau national et financés par le ministère de la Santé, ont aujourd'hui une vocation internationale, parce qu'on s'aperçoit que ne serait-ce que pour avoir le nombre de patients inclus, eh bien, il faut réaliser des enquêtes au niveau international. Donc, FCRIN a été labellisé par l'Agence nationale de la recherche pour essayer de faire connaître et de valoriser la recherche clinique française et d'apporter, à travers quelques moyens financiers, pas énormes, c'était de l'ordre de 20 millions d'euros, eh bien, apporter une aide à la structuration et au renfort de la recherche clinique française pour qu'elle soit mieux reconnue au niveau international et finalement être inclue de manière de plus en plus systématique, autant qu'elle l'était par le passé, dans la recherche clinique mondiale, parce qu'on sait, je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, que l'on s'inscrit dans un cadre international de plus en plus concurrentiel, compétitif, avec nos voisins européens qui sont de plus en plus agressifs, entre guillemets, et puis des nouveaux entrants, des acteurs nouveaux, que ce soit les pays de l'Est, mais que ce soit aussi les pays de ce qu'on appelait le BRIC, l'Inde, la Chine, qui ont des capacités d'inclusion bien plus importantes que nous. D'accord.
Donc vous avez rédigé un livre avec le docteur Miss, Comprendre la recherche clinique et l'innovation à l'hôpital. Donc en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine complexité de la recherche clinique à l'hôpital, enfin des organisations. Et du coup, à quel challenge vous faites face par rapport à ça? Alors, je reviens juste sur le titre et l'objet de ce livre. Il y a le terme recherche clinique innovation et de l'autre côté hôpital. Parce que l'hôpital est, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais est un acteur particulièrement important de la recherche clinique en France, mais d'une manière systématique, d'une manière globale, parce que où se trouvent les patients qui vont être inclus dans des essais cliniques. Je n'oublie pas bien sûr les essais de phase 1, ce sont des volontaires sains, mais ensuite les phases ultérieures de développement de médicaments, de dispositifs médicaux ou autres, eh bien, ont besoin de patients, de personnes souffrant de pathologies, et ils se trouvent à l'hôpital avec, il faut le mentionner aussi, un intérêt de plus en plus important porté par les cliniques privées, donc par le secteur privé de l'hospitalisation française, qui très longtemps n'était pas très présent au niveau de la recherche clinique, mais qui de plus en plus s'inscrit dans cette démarche et manifeste son intérêt. Donc, le premier aspect, c'est effectivement s'intéresser à l'hôpital, mais pas de manière exclusive, et puis essayer d'identifier un certain nombre de goulots d'étranglement, d'obstacles qui peuvent exister, à savoir, eh bien, les problèmes, ce sont des problèmes de délai. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on s'aperçoit que au-delà du fait de solliciter un investigateur hospitalier, eh bien, il peut y avoir, on peut rencontrer un certain nombre de problèmes, des problèmes d'ordre simplement juridique, parce que bien entendu, on ne réalise pas un essai clinique sur un coin de table sans aucune garantie, donc il y a des aspects conventionnels, contractualisation qui sont très compliqués. Il y a également un deuxième aspect plus pratique, c'est que la recherche clinique est de plus en plus complexe. Donc, un médecin investigateur ne peut pas travailler seul. Il a besoin d'être entouré. Il a souvent une quadruple mission, une mission de soins, bien entendu, d'enseignement, une mission de gestion. Ils sont de plus en plus les médecins hospitaliers associés à la gestion de l'hôpital, et puis donc une mission de recherche, j'allais dire quand il a le temps, pas nécessairement, il établit ses priorités, mais effectivement il a besoin d'être aidé. Un deuxième aspect qui est important aussi pour moi, c'est que nous sommes bien entendu et on peut s'en réjouir sur la chronicisation d'un certain nombre de maladies. Je pense par exemple au diabète, mais un certain nombre effectivement de pathologies cancéreuses. On s'aperçoit que la prise en charge des patients s'inscrit à la fois dans l'aigu, dans l'immédiat, mais aussi sur la durée avec le processus de rémission. Et ces patients ne viennent pas nécessairement à l'hôpital, donc ils sont suivis par des médecins en ville, d'où l'intérêt effectivement d'arriver à créer des réseaux ville-hôpital pour arriver effectivement à suivre ces patients, à les suivre au long terme et avoir un certain nombre de données. Donc, je vous ai donné quelques exemples du niveau de complexité que l'on rencontre, sachant qu'il y a effectivement d'autres aspects qui ne relèvent pas nécessairement de l'hôpital. Je lisais un article tout à l'heure qui rappelait en fait que suite à l'accident malheureux de Rennes qui s'est déroulé il y a 2 ans, dans le cadre d'un essai volontaire sain, un patient décédé, eh bien on s'aperçoit qu'une certaine façon il y a eu un phénomène de blocage, de rigidité qui s'est fait même au niveau des autorités réglementaires, avec un renfort, et c'est peut-être souhaitable, des délais d'examen, de validation des essais, mais d'une certaine façon, comme on est toujours dans un délai de compétition et de réalisation des essais cliniques de la manière la plus rapide possible, eh bien, des délais supplémentaires, des délais plus importants en France, liés à des modifications au niveau de la NSM ou autre, eh bien, ça peut pénaliser l'image de la France avec l'idée au niveau international, eh bien, que réaliser un essai clinique en France, c'est compliqué. Réaliser un essai clinique en France, ça peut être plus long qu'ailleurs, donc peut-être faut-il s'adresser ailleurs. Donc, il y a de multiples aspects. La professionnalisation de la recherche, on est dans une recherche clinique de plus en plus complexe, avec besoin de métiers spécifiques, d'appui et d'expérimentation. La question des délais qui est importante, la complexité de réalisation des essais et le fait qu'on doit passer
de l'aspect, passez-moi l'expression, du bricolage de l'artisanat, d'une activité suivie, eh bien, quand on a un petit peu le temps, à une activité véritablement professionnelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles F-Crin aussi a souhaité s'associer de manière concrète à cette activité, a été créé pour cela. Je donne un exemple. Comme je vous l'ai dit, je suis à Rennes aujourd'hui. Je suis à Rennes pour coordonner une formation sur la recherche clinique destinée à la fois en formation initiale aux élèves directeurs d'hôpital et puis ouvert à d'autres types de publics. Ce n'est qu'un exemple de l'activité de formation que F-Crin nous avons en charge et nous efforçons de faire, parce qu'encore, qui dit formation, dit professionnalisation, dit des interlocuteurs des métiers de la recherche clinique compétents, et on n'est pas compétent une fois pour toutes. La recherche clinique évolue en permanence. On évoquera tout à l'heure la recherche clinique in silico ou autre, les bases de données. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de métiers et que les connaissances qu'on en avait ont en permanence besoin d'être en refresh, actualisées, pour rester encore une fois performants. D'accord. Ok, merci beaucoup. Depuis plusieurs années, on parle de fuite des essais cliniques vers les pays de l'Europe de l'Est, par exemple. Quels sont, selon vous, hormis les axes d'amélioration dont vous avez parlé, les autres axes d'amélioration que la France pourrait avoir pour rester compétitive sur le plan international? Alors, on parle de fuite des essais cliniques vers les pays de l'Est, ceux venant des industries de santé, bien entendu. Exact. Et en France, on a deux éléments. On a le premier bloc, je dirais, de la recherche clinique académique hospitalière qui est extrêmement important. Et puis, de l'autre côté, et c'est normal, vous avez l'essai clinique lié à un acteur à visée commerciale, commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux, ce qui relève de l'industrie, des industries de santé. Pour répondre de manière précise, il est clair effectivement que on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays, la Pologne par exemple, la République tchèque, l'Ukraine, effectivement, sont de plus en plus présents au niveau international, alors qu'ils étaient totalement absents il y a quelques années. Il y a un phénomène de rattrapage qui est un peu lié aussi au fait qu'il y a un développement économique et une forme de rattrapage d'une manière générale, et que effectivement ils ont un certain nombre d'atouts à faire valoir. Les atouts qu'ils peuvent faire valoir par rapport à la situation française, c'est que souvent ils n'ont pas le même niveau de sécurité sociale, et j'extrapole au-delà des pays de l'Est, et que donc pour un certain nombre de patients, être suivi, participer à un essai clinique, c'est accéder encore une fois de manière moins systématique que chez nous à l'innovation médicale, à des soins particulièrement suivis, sophistiqués ou autres. Donc, il y a une forme d'incitation générale, et puis on s'aperçoit que effectivement, ils ont une capacité d'inclusion qui est plus importante, d'une rapidité qui est quelquefois plus importante que chez nous. Longtemps, on a dit que la France gardait quand même un avantage en termes de qualité, c'est-à-dire que au-delà de recueillir des données dans un essai clinique, il y a effectivement tout ce qui relève effectivement de la qualité et de l'utilisation qu'on va pouvoir faire de ces données. Quelquefois, il y a des queries, ce qu'on appelle des queries, donc des erreurs dans le recueil des données sur la participation d'un essai, et que donc c'est très important que effectivement la qualité soit au rendez-vous, indépendamment de l'aspect de quantité de données. La France longtemps avait cette réputation-là, elle le garde, mais aussi dans les pays de l'Est, ont acquis maintenant une certaine réputation, un certain nombre d'acquis. Je relativise quand même l'aspect danger entre guillemets des pays de l'Est. Il y a un partage qui se fait, mais la France garde un certain nombre d'atouts. J'ai l'impression de me répéter, mais je préfère insister sur ce point. La recherche clinique évolue en permanence et l'accélération est de plus en plus forte. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la simple inclusion d'un patient s'exerce dans un cadre très général avec des outils de recueil et d'analyse effectivement des données de plus en plus sophistiqués. Les essais cliniques font appel également à des plateaux techniques de plus en plus importants, avec le recours à des technologies, je dirais, d'examen, de radiologie, d'analyse biologique ou autres, qui sont de plus en plus sophistiquées. Et la France, de ce point de vue-là, souvent été reconnue comme un des meilleurs systèmes de santé, a
même si quelquefois on peut regretter que le plateau radiologique ne soit pas, par exemple, aussi bon qu'en Allemagne ou autre en termes de matériel très sophistiqué, a quand même des atouts. Et des atouts très importants en matière de mobilisation de ce cadre général qui conditionne la réalisation d'essais, notamment les essais, je dirais, les plus en amont, les premiers essais les plus complexes, où eh bien, on va tester directement l'aspect in vitro, in vivo, pour voir effectivement quel peut être l'intérêt, les premiers effets indésirables qu'on peut avoir dans un essai. Donc la France, de ce point de vue-là, a, par rapport aux pays de l'Est, un certain nombre d'atouts en termes je dirais, de mobilisation et de cadre général d'exercice de la recherche clinique, au-delà de l'aspect de la présence quand même qui est très importante des médecins hospitaliers dans les boards des grandes revues internationales, le BMJ, Nature ou autres, leur participation en termes de coordination à des essais cliniques. Participer à des essais cliniques industriels ou autres, c'est bien, c'est nécessaire. Coordonner, sous-entendu avoir une responsabilité supplémentaire, c'est encore mieux. Et là, la France a effectivement, les chercheurs français, les médecins français ont une présence qui est particulièrement importante. Donc oui, il y a non pas une fuite, mais une reconnaissance, un partage qui se fait, effectivement, avec des pays qui n'existaient pas auparavant en matière de recherche clinique. On parle des pays de l'Est, mais la France garde un certain nombre d'atouts et elle me semble bien partie pour en garder pendant un certain temps. D'accord, donc en fait la France en termes d'innovation est plus avancée on va dire que ces pays-là, même si le système de sécurité sociale est plus favorable et moins favorable aux essais cliniques, elle est plus avancée en termes d'innovation et elle continue à avancer en termes d'innovation. Finalement, vous considérez que oui, il y a une petite fuite, mais quand même on arrive grâce à l'innovation à éviter un petit peu cette fuite trop importante. Oui, et je dois dire aussi que la France réagit. J'ai évoqué effectivement l'effet de rigidité lié à l'accident de Rennes il y a 2 ans. Je souhaite mentionner de l'autre côté l'existence, la mise en place via le CNCR, qui est un comité qui représente la recherche hospitalière, et du ministère de la Santé, de ce qu'on appelle la convention unique. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, effectivement, on s'apercevait que pour réaliser un essai clinique, il fallait un nombre très important, en fait, de formalisation juridique, donc de conventions à signer, avec donc des délais extrêmement importants. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu une innovation avec un phénomène de centralisation, d'uniformité de ces conventions. Et qui dit uniformité dit concentration, dit délais considérables qui sont aujourd'hui acquis. Alors la phase a été un petit peu plus difficile que prévu, la phase de mise en route, parce que certaines expertises n'étaient pas comprises jusqu'à présent dans les conventions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la convention dite unique à l'hôpital, encore une fois, il a un interlocuteur privilégié des industriels ou de la relation des essais cliniques, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des progrès considérables en matière de délai, et donc, qui dit délai moindre, dit renforcement de l'attractivité de la France en matière d'essais cliniques. D'accord, très bien. Alors, donc au sein du bloc de la recherche clinique, nous avons eu la chance de participer à la conférence annuelle du SOCRA, donc qui est la société des attachés de recherche clinique, qui est basée aux États-Unis. Et nous nous sommes rendus compte qu'on parlait beaucoup d'Investigator Initiated Trials. Cela semble être moins le cas en France. Comment expliquez-vous cela ? Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette impression. Moi, je connais le SOCRA. Pour moi, c'est un organisme d'accréditation, de formation, notamment au GCP, donc notamment implanté en Amérique, aux États-Unis, excusez-moi, Amérique et au Canada. Pour ce qui concerne la France, je vais citer un exemple. Le PHRCN, donc le Programme hospitalier de recherche clinique, qui est de l'argent venant de l'assurance maladie, qui, via le ministère de la Santé, finance un certain nombre de recherches cliniques, eh bien, finance des essais cliniques, des protocoles, des essais cliniques, qui viennent d'où? Qui viennent des chercheurs hospitaliers. Donc, ce sont des montants assez considérables. J'ai regardé tout à l'heure les résultats du PHRC 2016. Le 2017 est toujours en cours d'instruction. En 2016, d'une manière générale,
on a 130 projets qui sont financés, avec des montants qui sont assez considérables, qui sont de l'ordre de 70 millions d'euros qui sont mis sur la table. Avec, pour ce qui concerne les PHRC nationaux, je ne m'étendrai pas sur les différentes distinctions, mais un montant par projet de 600 ou 630 000 euros. Donc ces projets, encore une fois, sont ce qu'on appelle des projets initiés par des investigateurs hospitaliers en l'occurrence. C'est assez unique au niveau européen, même si certains d'autres pays, l'Allemagne par exemple, ont aussi certains systèmes de financement, mais véritablement, les protocoles initiés par les investigateurs, aujourd'hui, c'est un atout de la France, encore une fois. Et c'est un atout qui explique pourquoi, encore une fois, l'élément que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la reconnaissance des médecins français au niveau international et leur association dans des boards de revues de prestige, dans la coordination même d'essais, eh bien, est aussi importante. C'est parce qu'ils ont cette activité d'investigateurs, de concepteurs d'essais cliniques, eh bien, que qu'il y a effectivement cette capacité, cette renommée au niveau international. Oui, donc en fait, il y a cette activité est importante, mais c'est vrai qu'on a peu de visibilité de l'activité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est plutôt opaque. Et par exemple, ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est de pouvoir voir les résultats, soit par des conférences où on pourrait voir les posters, mais vraiment être conscient de ce qui est fait. Et parce que là, aujourd'hui, certains professionnels de la recherche clinique, on sait qu'il y a de la recherche, mais on a peu de visibilité dessus. D'accord. Alors, il y a peut-être certaines explications. C'est que les protocoles, par exemple, qui sont labellisés financés dans le cadre du PHRC, mettent beaucoup de temps à être réalisés. Et ensuite, finalement, l'exploitation des résultats, suivant les phases de follow-up ou autres, il y a un article qui est rédigé, mais qui, effectivement, cela prend beaucoup de temps. Sans vouloir tout rattacher à EFCRIN, la structure dont je m'occupe avec le professeur Rascol, eh bien, nous organisons le 6 décembre une journée à l'Institut Pasteur pour justement faire connaître non pas EFCRIN en tant que tel, mais les activités qui sont particulièrement soutenues, puisque en fait on a labellisé un certain nombre de réseaux, d'axes en fait dits d'excellence, prometteurs, porteurs de la recherche clinique en France. On a dû en limiter le nombre, bien entendu, puisqu'on avait encore une fois des moyens assez limités, qu'on voulait surtout éviter le saupoudrage, mais on a essayé d'évaluer, d'identifier certains axes qui peut-être n'avaient pas l'état d'avancement, de développement, de structuration qu'à la cancérologie en France. N'oublions pas que près de la moitié de la recherche clinique en France correspondde à la cancérologie. C'est très bien, c'est un axe fort, mais il y a bien d'autres axes qui peuvent être soutenus au niveau français, et c'est l'une des activités, l'une des finalités de EFCRIN. Donc, pour vous donner un exemple, on a labellisé un réseau qui associe des investigateurs renommés dans le domaine de l'obésité, dans le domaine du Parkinson, dans le domaine du vaccin. On avait 8 réseaux qui étaient jusqu'à présent soutenus. On vient d'en rajouter 4 dans le domaine de l'asthme sévère, dans le domaine de la pédiatrie. Donc, ce qu'on essaye de faire, on est bien conscient effectivement qu'on a une activité très dynamique, mais qu'il y a peut-être effectivement très dynamique de manière générale au niveau français, mais que justement, il y a un problème de visibilité, de lisibilité de tous ces axes. Et encore une fois, je ne veux pas, chercher des excuses, entre guillemets, mais la recherche clinique aujourd'hui est tellement foisonnante, les domaines sont tellement nombreux et on s'aperçoit qu'on est dans un domaine de niche. Regardez, j'ai cité l'asthme sévère, c'est une catégorie, une sous-catégorie de l'asthme de manière générale. Et on s'aperçoit que au niveau de la cancérologie et de l'oncologie, le nombre de la différenciation est de plus en plus importante, différenciation qui explique effectivement qu'on perd un petit peu de visibilité et qu'on reste quand même sur des domaines de niche, avec donc des activités de communication qui restent des activités de communication de niche. Alors, donc je voudrais parler des attachés de recherche clinique hospitaliers, les TEC. Donc, les TEC semblent avoir une vraie place dans la recherche clinique française. Cependant, en France, on a l'impression qu'ils peinent à se faire reconnaître et connaître. Ce poste est pourtant essentiel pour la bonne conduite d'un essai clinique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors d'abord, j'établis une distinction entre ce qui relève de l'attaché de recherche clinique. L'attaché de recherche clinique, c'est la personne qui va venir vérifier la qualité des données, la valider, éviter effectivement qu'il y ait des données qui n'aient pas de sens, qui ne soient pas uniformes, harmonisées. Je fais une distinction entre l'ARC et puis le technicien d'essai clinique. Le technicien d'essai clinique, c'est la personne qui va, pour moi, assister l'investigateur, qui va l'épauler dans la mise en place et dans le bon déroulement des essais. Je reviens sur ce que j'ai dit. On a aujourd'hui des médecins qui sont de plus en plus sollicités avec la technicité effectivement de la médecine. On s'aperçoit qu'il y a un aspect d'analyse de données qui est de plus en plus important, donc moins de temps à consacrer à l'organisation même des essais. Et c'est là où le technicien d'essai clinique va jouer un rôle majeur pour que l'essai puisse se faire, démarrer, se faire dans les temps et qu'on puisse avoir des données qui seront ensuite exploitées, validées, vérifiées par l'attaché de recherche clinique. Ce sont des métiers relativement récents. Juste quelques dates quand même. La loi Huriet, qui est l'acte fondateur, si vous voulez, sur le plan juridique de la recherche clinique, date de 89. Le programme hospitalier de recherche clinique a été lancé, c'était Bernard Kouchner à l'époque, qui était au ministère de la Santé, par une circulaire de novembre 92. Donc il y a 25 ans. En 25 ans, à l'échelle de l'histoire, c'est rien en termes de valorisation. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, il y a une forme de reconnaissance, encore une fois, qui s'effectue à petits pas. Je donnerai juste un exemple. Ça va bientôt faire, en 2018, 20 ans que je travaille dans la recherche clinique à différents postes. En 2008, j'ai participé à l'élaboration, c'était l'élaboration d'un manuel des métiers de la recherche clinique, qui était lancé par la Direction générale de l'hospitalisation des soins, la DGOS, de l'organisation des soins. Et dans ce cadre-là, pour la première fois, donc c'est le référentiel des métiers hospitaliers, a été référencé le métier des techniciens d'essai clinique. J'ai été amené ultérieurement à participer à différentes actions qui avaient été lancées par une association, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait l'association Epigest, qui était censée représenter les techniciens d'essai clinique. Je suis allé voir tout à l'heure sur leur site internet et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait peu d'activités récentes. Ça s'est arrêté en 2014. Je ne sais pas si cette association existe toujours, mais il y avait quand même une volonté de mobilisation et de valorisation des métiers. Je vais assez concrétiser quand même, et je prends l'exemple, c'était lancé par l'Assistance publique hôpitaux de Paris, mais ça a été étendu par l'ensemble des autres établissements hospitaliers, une grille particulière, une grille statutaire, salariale en particulier, une grille de carrière pour les techniciens d'essai cliniques qui auparavant étaient assimilés parce qu'il n'y avait rien d'autre à qui à des techniciens de laboratoire, qui à d'autres métiers d'ingénieur hospitalier ou autre, pour essayer de donner des équivalents et qu'on trouve quelque chose qui pouvait correspondre peu ou prou à des perspectives. Donc, il me semble que le chemin n'est pas achevé, le chemin est long, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui favorisent quand même la valorisation de ces métiers hospitaliers, sachant que le challenge quand même pour les techniciens d'essai cliniques, c'est qu'encore une fois, le simple métier d'assistance, c'était un peu la finalité au départ, eh bien, prend de plus en plus d'importance, c'est-à-dire que le niveau de responsabilité augmente et que la plupart du temps, ils deviennent les rouages essentiels pour l'organisation des essais, l'organisation des essais cliniques. Et c'était l'un des éléments faibles en matière d'image de la recherche clinique française. Eh bien, l'organisation de la recherche clinique pèse souvent sur leurs épaules la convocation des patients, la bonne utilisation des outils qui sont proposés, des ICRF par exemple, qui sont proposés par les industriels de santé ou autres, c'est eux qui vont le mettre en place. Et puis l'organisation générale d'un essai, à savoir effectivement dans la mesure où on va solliciter non seulement le service de l'investigateur lui-même, en cardiologie, le diabète ou autre, mais on va solliciter bien d'autres services dans la nébuleuse que constitue l'hôpital pour bien réaliser un essai. L'aspect génomique est important, l'aspect collection biologique ou collection de données est de plus en plus importante. Et c'est là où on s'aperçoit que
les métiers qui étaient un métier plutôt d'exécution, qui étaient ceux des techniciens d'essais cliniques, devient un métier avec une véritable responsabilité d'organisateur, de coordinateur d'essais cliniques, et c'est un nouveau challenge pour eux aussi. Par rapport à la reconnaissance, quels sont les axes que la FCRIN compte mettre en place, FCRIN, pardon, compte mettre en place pour améliorer la reconnaissance de ce métier? Alors, sur ces métiers, ça relève pour moi d'abord de l'aspect de professionnalisation, encore une fois. Mais il existe un certain nombre de formations qui sont importantes, des UFIEC ou autres, et qui effectivement constituent des références en matière de formation en formation des techs. Je veux juste citer un exemple. Nous avons lancé récemment pour la première fois un questionnaire national, pour le moment au niveau des hospitaliers, mais on souhaite associer d'autres publics, les cliniques privées peut-être, les centres de lutte contre le cancer, pourquoi pas les industriels, à ce questionnaire sur les besoins en termes de formation à la recherche clinique. Donc, il n'y avait jamais eu d'enquête nationale. Cette enquête pour les aspects hospitaliers, on l'a lancée avec le CNCR, ce comité qui représente les établissements hospitaliers, CHU et autres, qui est dirigé par le professeur Antoine Magnan et Marie Lang. Donc, une enquête générale qui va être réalisée, qui est finalisée. On a pour le moment, on a près de 220 réponses. On va l'analyser. On verra évidemment quels sont les besoins en termes de formation. Est-ce que dans le domaine des techs, est-ce qu'il y aura un besoin particulier qui va être identifié? Je ne peux pas en préjuger, je ne peux pas prédire ce qu'il en est, mais il est certain que selon les résultats de cette enquête nationale, on sera amené bien entendu à en tenir compte. Cette enquête est lancée à l'initiative de FCRIN et dans le cadre d'un groupe de travail qui est coordonné par la DGOS, excusez-moi, donc ministère de la Santé en association avec le LEM. Et donc, l'analyse de cette activité, de ce questionnaire, qui est un élément parmi d'autres, mais qui est un élément important pour nous, va nous permettre effectivement de déterminer un certain nombre d'axes prioritaires d'action dans le manuel de la formation et autres, et peut-être y aura-t-il celui des techs. D'accord. N'hésitez pas à nous transmettre, je ne sais pas si nous on peut faire quelque chose, si le blog peut faire quelque chose, mais n'hésitez pas à nous transmettre, comme ça on pourra également retransmettre aux personnes qui lisent, à nos lecteurs, et s'ils peuvent également participer et vous aider, je pense qu'ils seraient tous contents de voir les choses avancer. On a également observé que donc il y a un certain nombre de postes qui peuvent être vacants, de postes de tech, de postes d'ARC dans les organismes publics. Et on a vu récemment que les groupes coopérateurs en oncologie ont créé leur propre plateforme d'emploi. Ce sont des emplois qui sont disponibles sur toute la France. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui pour centraliser les propositions d'embauche nationales des organismes publics, à l'image de ce que fait le LEM Emploi ou le site d'emploi du GCO? D'accord. Alors, un premier élément, c'est que effectivement, il y avait une certaine disparité dans dans la proposition, dans les offres de postes qui étaient faites. Chaque établissement hospitalier, par exemple, mettait un certain nombre d'éléments au niveau de son site web. Il n'y avait pas de vraiment reconnaissance. Le CNCR, Comité national de coordination de la recherche, dont je parlais tout à l'heure, sur son site web, a mis en ligne effectivement une rubrique particulière offre d'emploi. Et donc, c'est des offres d'emploi dans le domaine de la recherche, limitées, mais c'est pas si mal déjà, au niveau hospitalier, et qui permettent d'avoir un peu plus de visibilité sur ces postes, sur les postes, l'ensemble des postes hospitaliers, non pas CHU simplement, c'est déjà pas si mal, mais également l'ensemble des centres hospitaliers. Donc, je ne suis pas allé récemment sur ce site, mais ça montre quand même l'intérêt qu'il peut y avoir effectivement à avoir une activité, un rassemblement d'une manière générale sur toute cette offre qui peuvent intéresser un certain nombre d'éléments. C'est vrai, vous avez cité aussi, alors je sais plus, ça s'appelle la Bourse des emplois, je sais plus quel est les titres du LEM, qui est très très consulté, effectivement. Après, effectivement, il y a effectivement cette grande disparité, mais je compte beaucoup sur cette vocation du CNCR, essayer d'avoir une fonction de rassemblement, d'unité, effectivement, pour faciliter effectivement, encore une fois, la visibilité à la communication. Effectivement,
ça revient de manière assez constante dans les questions que vous me posez. C'est vrai qu'on peut regretter effectivement que la grande richesse de la recherche clinique française, eh bien, aboutisse d'une certaine façon à une espèce de morcellement à la fois dans les initiatives, chacun dans son coin prend un peu l'initiative, morcellement effectivement dans les actions. Je prends un exemple. Si Avisan, donc l'alliance dans les sciences de la vie, a été mise en place, donc c'est pour permettre effectivement à l'ensemble des organismes publics de recherche dans le domaine du vivant, donc ça peut être l'INSERM, ça peut être le CNRS, ça peut être l'INRA, ce sont les CHU ou autres, eh bien essayer d'avoir une vocation de partage d'actions, de partage d'initiatives pour essayer effectivement de pallier un peu cet aspect de morcellement qui peut aboutir quelquefois, et on peut regretter, à de la compétition. Voilà, donc le processus n'est pas achevé, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, et je pense qu'il faudra qu'on soit attentif à cet aspect-là, et qu'on voit l'évolution dans les prochaines années. Donc déjà, on peut proposer aux ARC et aux TEC qui souhaitent s'investir dans la recherche qui est faite dans le public de se rendre sur le site du CNCR pour pouvoir voir les différents postes qui sont à disposition, et de toutes les façons, il y aura de plus en plus de postes qui seront disponibles, visibles par ce biais-là, j'imagine. Oui, tout à fait. Nous, au niveau de FCRIN, on a également une rubrique qui ne concerne toutefois que effectivement les réseaux en particulier dans lesquels on s'inscrit, qui ne correspondent qu'à une partie, vous l'avez bien compris, de l'activité de recherche clinique française ciblée sur un certain nombre de thématiques. D'accord, ok. Nous avons assisté donc lors de la conférence du SOCRA donc à une conférence qui était assez intéressante sur les applications de l'intelligence artificielle dans la recherche clinique. Donc cette conférence nous a beaucoup impressionnés. En tant que directeur d'une structure telle que le FCRIN, que pensez-vous de l'utilisation des technologies innovantes dans la recherche clinique? Alors, je dirais que en fait, l'intelligence artificielle en recherche clinique, on le résume souvent dans l'aspect essai clinique in silico. Tout le monde rêve effectivement, et on peut s'interroger dans quel délai effectivement on pourra l'avoir, sur une modélisation du fonctionnement du corps humain, de l'organisme, son métabolisme, son aspect dynamique et autres, et qui permettrait finalement de tester de manière simulée et de manière artificielle, effectivement, telle ou telle formule, telle ou telle molécule, à travers, bien sûr, un système d'algorithmes. On en est loin. On en est loin. Il n'en reste pas moins, et la France est particulièrement performante dans le domaine des biotech, que la recherche clinique telle qu'on la connaissait, qui fonctionnait, passez-moi l'expression, sur un matériel humain pour l'essentiel, va évoluer avec un certain nombre d'éléments de prémices, d'analyse, de première analyse, d'impact de telle ou telle molécule à travers des outils de simulation. L'intelligence artificielle ne va pas, on en est loin, remplacer du jour au lendemain notre recherche clinique actuelle. Par contre, on peut tabler qu'il va y avoir une association fructueuse de la recherche in vitro, celle réalisée en laboratoire à partir d'éléments de simulation, à la recherche dite in silico, donc fondée sur des modèles de simulation d'impact sur les modèles humains, et troisième élément, bien entendu, sur un aspect de poursuite dans le domaine de la recherche clinique classique à travers les différents essais cliniques sur la base de recrutement, d'inclusion, d'essais cliniques randomisés ou autres. Donc, il y aura un phénomène, si vous voulez, dans les 20 prochaines années d'association de ces trois éléments, essais cliniques in vitro, in silico, intelligence artificielle, et puis in vivo, à travers l'essai clinique tel qu'on le conçoit. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il faut savoir que d'ores et déjà, lorsque un industriel, par exemple, dépose un dossier de demande de commandation, de réalisation d'un essai clinique auprès de l'agence européenne qui demain va être installée, à l'agence européenne du médicament qui demain va être installée à Amsterdam, eh bien, il peut d'ores et déjà, dans ses annexes, intégrer des éléments venant d'outils de simulation d'essais cliniques, encore une fois, in silico.
Deuxième élément, en matière de biotech, on s'aperçoit, et pense par exemple à Bionext, c'est une petite biotech, excusez-moi, strasbourgeoise qui a développé une plateforme de simulation. Il y a aussi, Bionext, vous avez dit Bionext? Oui. D'accord. On a aussi Nova Discovery, qui est une petite société lyonnaise de biosimulation. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de plateformes, entre guillemets, d'outils qui se développent. Ce n'est pas encore entré dans l'utilisation courante. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont faites, mais encore une fois, on en est aux prémices. Montanari, peut-être sur le mien, aurait des effets secondaires qui n'auraient pas été constatés chez vous. Donc, ce phénomène de personnalisation fait qu'on a besoin effectivement d'avoir des données de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises, avec l'évaluation au cas par cas, encore une fois, de l'impact de telle ou telle maladie. Donc, élément, si vous voulez, de collecte de bases de données, pour avoir à la fois des éléments de suivi d'un patient, mais également un effet de suivi au long cours. On ne suit pas une personne simplement sur une durée limitée, mais effectivement, il faut suivre son état global, et ça le relève effectivement après d'études de manière générale sur la population. Donc, il y a un élément de technicité de plus en plus important et qui, encore une fois, va assister la recherche clinique pour la recherche clinique telle qu'on classique, pas la remplacer, mais encore une fois, apporter des éléments supplémentaires. Dernier élément de réponse à votre question, on peut évoquer aujourd'hui très longtemps, excusez-moi, quand on voulait, quand on avait un essai clinique qui avait un certain nombre de critères d'inclusion ou d'exclusion, telle ou telle personne, parce qu'on va avoir une étude qui réponde, une hypothèse qui réponde, et avec un certain nombre de questions posées, et donc il fallait qu'on ait des réponses qui soient les plus précises possibles. Il y avait en manuel réalisation d'analyse, on prenait les dossiers médicaux et puis on les analysait un par un pour voir si tel ou tel patient répondait, rentrait bien dans le cadre, critères d'inclusion et d'exclusion. Il y a de plus en plus d'outils quand même, et on peut se réjouir d'analyse d'analyse automatique de dossiers. Il faut bien entendu que les dossiers soient automatisés, mais on s'aperçoit qu'il y a des efforts qui ont été faits. L'Institut Gustave Roussy, par exemple, en France, est un précurseur en ce domaine, mais il y a beaucoup d'autres établissements, effectivement, qui ont cette capacité, effectivement, d'analyse de ces patients. Et dans un poste précédent, j'étais directeur d'une structure qui n'existe plus, qui s'appelle le CENGEPS, on avait lancé également des initiatives pour utiliser les bases de données dont on disposait, c'était pas des bases de données médicales, c'était tout ce qui était PMSI. Donc le PMSI, c'était des données qui permettaient de cibler telle ou telle personne dans une visée plutôt de gestion hospitalière. Mais on avait un certain nombre de données sur les patients qui pouvaient être analysées, qui constituaient une forme de pre-screening qui permettait de définir, par exemple, la capacité d'inclusion et un peu la typologie d'un service et sa possibilité de positionner sur tel ou tel domaine, telle ou telle sous-thématique dans le domaine médical. Donc, d'une manière générale, il va y avoir une évolution importante dans le domaine des essais cliniques. Il va y avoir une automatisation qui va être de plus en plus importante. Automatisation avec des éléments, si vous voulez, complémentaires qui permettent de prévalider un essai clinique, son hypothèse et de l'orienter. Et puis après, il y a toutes les analyses en cours, effectivement, pour analyser très rapidement les essais. Et puis, tout ce qui permet effectivement de faciliter l'inclusion dans des délais rapides des bonnes personnes. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un certain nombre d'outils de recherche, de screening automatique de dossiers qui est important. Et du coup, ça par rapport, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport à des pays de l'Est qui soit ont des capacités d'inclusion plus rapides que nous, d'avoir ce type d'outils qui vont bientôt se développer dans les prochaines années, va faire que même si eux, ils ont certaines capacités, nous, on sera aussi plus rapide sur d'autres. Et c'est notre innovation qui va faire qu'on gardera toujours ces premières places au sein de l'Europe. Et c'est tout le problème de l'innovation.
c'est qu'il faut des effets incitatifs et lever effectivement des obstacles qui peuvent être faits, mais aussi assurer des financements spécifiques. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont être prises, et c'est aussi l'une des finalités de FCRIN, c'est-à-dire que nous avons été labellisés donc en 2012 pour réaliser un certain nombre. Nous avons un plan d'action. J'ai parlé d'activités de formation, de professionnalisation, mais on travaille sur l'avenir. On est en train d'actualiser notre plan, notre stratégie de développement. Et l'un des axes de notre stratégie de développement, c'est d'avoir un effet pionnier dans le domaine en particulier de l'utilisation des bases, des banques de données cliniques ou autres, et essayer de favoriser effectivement l'intégration, la bonne intégration de ce type d'éléments, et de pouvoir s'associer effectivement à des projets d'ampleur et essayer de convaincre aussi nos tutelles de l'intérêt de les financer, d'apporter des financements spécifiques et d'essayer d'avoir cet effet incitatif. Surtout, essayer de débloquer, de lever tout ce qui est la forme d'activité routinière pour avoir effectivement être toujours dans cette course en tête pour le développement de l'innovation. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de cet entretien et donc je vous souhaite bon courage pour toutes vos activités parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc si vous avez des informations à faire passer au professionnels de la recherche clinique, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, Vanessa. Au revoir.